Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie cible d'une violente attaque terroriste ce vendredi. Il a eu lieu le même jour qu'un attentat revendiqué également par l'État islamique. Le Nigeria, première économie africaine avec un PIB de 522 milliards de dollars en 2014. Le pays subit actuellement une crise monétaire couplée à un déficit budgétaire croissant. Les autorités tentent de juguler, nous verrons comment. Et puis promotion du leadership féminin, c'est l'objectif du Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Les activités de la plateforme ont été lancées ce vendredi à Paris. Attaque terroriste en Tunisie, un étudiant tunisien se faisant passer pour un vacancier a ouvert le feu ce vendredi dans un hôtel en bord de mer près de Sousse. Récit d'Arwa Barkala et Anne-Marie Diaz-Borges. La Tunisie de nouveau face aux ravages du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, au moins 38 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Des Tunisiens et des touristes belges, espagnols et britanniques figurent parmi les victimes. Des échanges de tirs ont eu lieu sur la plage, a rapporté la télévision d'État. Un des assaillants a été abattu et un autre interpellé. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont ils bénéficient. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. En mai 2013, dans la même ville de Sousse, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage sans toutefois faire de victimes. En mars 2015, c'est le musée du Bardo à Tunis, l'un des plus importants musées du bassin méditerranéen qui avait été la cible du groupe djihadiste État islamique. 22 personnes sont mortes dans cette attaque. À quelques jours du lancement de la saison estivale, ce dernier attentat porte un coup sévère au secteur du tourisme, poumon de l'économie tunisienne et qui connaît déjà un fort recul de sa fréquentation. Alors que les autorités tunisiennes s'engagent à prendre les mesures de sécurité appropriées, de nombreux touristes étrangers ont décidé de quitter le pays. À noter que malgré cet attentat, les autorités de la Confédération africaine de football ont décidé de ne pas annuler le match de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Joué en Tunisie à Sousse ce vendredi soir, cette rencontre a été une victoire pour l'Étoile du Sahel face au stade malien. L'équipe tunisienne s'est imposée 1-0. L'affaire de la visite du président soudanais Omar al-Béchir en Afrique du Sud se poursuit. Le gouvernement sud-africain n'exclut pas l'idée de se retirer de la Cour pénale internationale. Quelles seraient les causes de cette éventuelle décision? Élément de réponse avec Arwa Barkala. L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar el-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar el-Béchir doit être rendue publique ce vendredi 26 juin.
Arrestation samedi 20 juin du général Emmanuel Karenzi Karake, patron des services secrets rwandais. Ce proche du président Paul Kagame a été appréhendé en vertu d'un mandat européen émis par l'Espagne en 2008. Ce jeudi, il a bénéficié d'une liberté sous caution, doit verser 1,4 million de livres sterling et séjourner à Londres. L'audience d'extradition du général Karake aura lieu les 29 et 30 octobre prochains. L'Union africaine a de son côté appelé ce vendredi à sa libération immédiate et inconditionnelle. Relance de l'économie nigériane. Outre la lutte contre Boko Haram, Muhammadu Buhari, le président du Nigeria fraîchement élu, s'attaque aux finances publiques. Les gouverneurs des différents États peinent en effet à surmonter leur déficit budgétaire. Ils tirent la sonnette d'alarme, comme nous l'explique les Elsie Akizimana. Les 36 États qui composent le Nigeria font face à un problème de déficit budgétaire. Plusieurs gouverneurs n'arrivent plus à payer les salaires des fonctionnaires ou encore à mettre en œuvre leurs projets de construction des infrastructures, et pour cause, les dettes qui s'accumulent. En effet, la dette globale des 36 États s'élève actuellement à 658 milliards de naira, soit 3,3 milliards de dollars. Le train de vie des gouverneurs, de leurs enfants, de leurs familles ne ressemble pas à celui du travailleur moyen. Donc il y a fraude. Des faux salaires, des détournements au niveau de la fonction publique. Autant d'abus de la part des gouverneurs qui plongent leurs États dans la pauvreté et la misère. Les gouverneurs ont contracté des crédits auprès des banques lorsque le marché du pétrole se portait encore bien. Mais depuis la chute du prix du baril, ils n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. Ils se tournent ainsi vers le gouvernement fédéral pour demander une aide financière. Les gouverneurs n'ont pas anticipé. Si vous regardez nos États, tout autour de nous, nous disposons de ressources naturelles, mais le fait est qu'ils se dirigent toujours vers le gouvernement fédéral pour obtenir des fonds. Ils sont habitués à cela, mais moi je dis qu'ils sont paresseux. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils chercheraient à exploiter les ressources de leurs États pour créer de la richesse. Ce problème de déficit budgétaire des États est dû à la corruption selon le président Muhammadu Buhari. Investi le 29 mai dernier, il a réitéré son ambition de récupérer des milliards de dollars qui auraient été volés par les gouverneurs, a ainsi restauré les finances de ce premier pays africain producteur de pétrole. Lancement du Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. C'était ce vendredi à Paris. Quels sont donc les objectifs que se sont fixés les initiateurs du projet? Les précisions à Darwa Barkala. C'est au pied des Champs-Élysées, dans la ville de Paris, en France, que le GIFA Lepfida a lancé le Fonds international d'investissement des femmes pour l'économie et le développement de l'entrepreneuriat. Des diplomates africains et des investisseurs se sont réunis pour l'occasion. Le but, développer et accorder l'entrepreneuriat camerounais au féminin et donner les moyens aux entreprises de grandir à l'international. Mais la difficulté que nous rencontrons, vous savez que le monde des finances, c'est comme l'armée, c'est un monde d'hommes. Donc on se bat pour trouver notre place. On ne demande pas qu'on nous donne le monde, non. Nous avons les moyens, nous avons des idées, nous avons des capacités et nous nous imposons avec les réglementations françaises et européennes. D'ailleurs même, vous allez voir, il y a des hommes avec nous. Il y a tout un ensemble. Donc nous travaillons avec les institutions. Nous ne sommes pas à marge de la société. Nous voulons seulement que les femmes prennent confiance en elles et puissent développer leur entreprise. Si une femme veut avoir un capital de 10 millions, de 100 millions, qu'elle puisse l'avoir pour développer son entreprise. Les acteurs économiques et institutionnels réunis ont pour ambition de développer un réseau d'entrepreneurs au féminin et d'accompagner les entreprises. Un accompagnement financier qui pourrait pallier certaines insuffisances rencontrées par les jeunes entreprises. Déjà la visibilité. Et c'est ce que moi je vais apporter comme réponse dans un besoin. Nous sommes ici à Paris en France et nous constatons que vraiment le monde du leadership féminin, surtout particulièrement de nos diasporas, manque vraiment de visibilité. 2 jours durant, cette vitrine est accessible aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs à l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Le GIFA d'or sera remis ce samedi à 9 chefs d'entreprise africains et conclura cette journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.